Bonjour, je vais vous présenter les 3 trésors du Tao et de la nature au service du bonheur. La chose dont nous sommes tous certains, et dont chaque être humain a conscience sur cette terre, plus ou moins, mais je pense que chaque être humain en a conscience, est que nous allons mourir un jour, et que ça c'est inévitable. Alors quand on se penche sur ce fait, qui est vraiment primordial, on peut avoir le vertige, on peut avoir peur, on peut aussi l'évacuer d'un revers de l'esprit, on peut passer à autre chose et puis oublier tout simplement. Mais dans cette information, où nous sommes certains que nous allons mourir un jour et que c'est inévitable, et que nécessairement cette chose-là nous l'avons tous découvert en grandissant, on peut y voir en fait une véritable opportunité, un véritable cadeau de la vie. Et c'est ce cadeau que je vous propose de vous faire découvrir ou redécouvrir à travers les 3 trésors du Tao et de la nature au service du bonheur. Quand l'être humain se regarde, principalement, il ne voit que lui et il ne voit rien d'autre. Il est focalisé sur lui-même. Ce qu'il perçoit de ce qui l'entoure est toujours lié à lui-même. L'être humain, il se construit et se structure dans la rassurance qu'il est un être unique, qu'il est à part dans le règne animal et sur Terre. Et surtout, il s'imagine supérieur dans ce règne animal et même dans la nature. Et donc le seul pouvoir que l'homme n'ait pas, c'est celui de comprendre l'univers. Et c'est vraiment le dernier rempart à sa toute puissance égocentrique, à sa dualité aussi, puisque en fait l'homme est un être égocentrique, mais c'est aussi un être sensible, qui a un pouvoir d'empathie, de compassion, etc. Donc dans cette compréhension de l'univers, de non-compréhension de l'univers, l'être humain il reste soumis en fait à une forme de Dieu entre guillemets, ou à l'univers lui-même, au cosmos, et donc au hasard de la création de la vie. Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Mais en fait l'homme croit plutôt ce qu'il voit, ce qu'il touche, donc dans la matérialité des choses, et donc c'est vraiment sa croyance la plus forte. Donc l'homme en fait c'est une forme en fait, ce sont des pensées, et qui produisent des actions et des volontés. Mais quand on regarde la matière au microscope, on va y voir autre chose. On va y voir des molécules, on va y voir des atomes, des électrons, des quarks, etc. Et on y voit surtout des mouvements qui ressemblent fort à ce que l'univers nous montre grandeur nature. Et cette énergie, elle est composée, cette matière, pardon, elle est composée d'énergie et de relations énergétiques, de communication énergétique. Donc cette matière, elle est vivante, comme l'est notre Terre avec son cœur qui abrite à plus de 3000 km de profondeur un noyau de fer en fusion à 5000 degrés Celsius et soumis à une pression de 1 million d'atmosphères. Il faut savoir qu'une atmosphère, c'est la pression au niveau de la mer. C'est vraiment énorme. Donc il y a la perception de la planète qu'on peut avoir, nous, ici, à la surface, et après ce qui peut se passer réellement à l'intérieur. On voit bien l'antagonisme qu'il peut y avoir de cette énergie extrêmement puissante dans le noyau même de notre planète, et tout le côté plutôt différent, paisible, où les énergies sont plus douces, qui permettent la vie. Donc on est vraiment dans les extrêmes. Et ensuite, quand on parle dans le cosmos, c'est complètement différent. Donc cette matière, en fait, elle est intelligente.
Et c'est ce que nous montre la physique quantique. Et cette matière peut même choisir ce qu'elle anticipe. Quand on prend l'expérience des deux fentes de Young, où Feynman et Landau ont démontré qu'un électron, qui est une particule, se comportait aussi comme une onde, en franchissant simultanément les deux fentes. Mais si on y plaçait un observateur, cette particule, au lieu de se comporter comme une onde, allait se comporter comme une simple particule et allait passer par une seule fente. Donc on appelle cela en mécanique quantique la dualité onde-corpuscule, où l'objet quantique va se comporter différemment selon la situation qu'il va rencontrer. Alors le reflet, il est le résultat de la plus forte probabilité ou l'intention qui doit arriver à se produire. Donc ainsi, l'électron, quand il franchit les deux fentes, il ira ensuite se localiser là où il est attendu, là où le besoin en fait est le plus important. Et donc si on cherche à déterminer la trajectoire de cet électron, il ne va plus se comporter comme une onde, donc en franchissant les deux fentes et allant se positionner là où en fait il doit aller, là où il est attendu. Donc si on cherche à déterminer la trajectoire de cet électron, il ne va plus se comporter comme une onde, mais comme une simple particule qui va être certaine et prévisible. Voilà. Donc on voit bien que la matière, c'est l'énergie vivante et intelligente. Elle s'adapte à une situation. Elle choisit toujours de se développer là où il y a une plus forte intention quand elle est libre. Mais qu'elle subit aussi un facteur d'influence qui peut être limitant si on vient l'observer et si on vient y mettre une contrainte ou des pensées, par exemple. Alors le Tao et l'énergie. Le Tao, c'est un terme de la philosophie chinoise qui signifie le chemin, la voie. Donc c'est un principe qui est défendu par Confucius. Il s'agit de vivre naturellement à un double point de vue. Il faut s'adapter, il faut adapter sa vie aux saisons, mais aussi suivre le Tao, c'est-à-dire le droit chemin, celui qui est en accord avec la loi divine, celle de la nature, bien sûr. Et ainsi, la médecine chinoise a découvert, il y a plus de 2000 ans, que le corps humain fonctionnait selon des lois énergétiques. Et que cette énergie du corps circulait dans des méridiens sous forme de canaux. Ils ont aussi découvert que ces fonctionnements énergétiques étaient liés à la nature, au cycle des saisons, aux 4 éléments, aux couleurs, aux saveurs, aux 4 points cardinaux. C'est-à-dire qu'ils ont découvert que l'homme, en fait, il n'est pas isolé dans sa bulle, il n'est pas isolé dans son corps, mais il est en lien, il est connecté avec cet environnement et surtout avec cette nature qui est le principe du vivant, qui est porteuse de la vie. Voilà. Sans nature, il n'y a pas de vie. Et ça, c'est vraiment très important, c'est une autre approche. Donc, pour cette pensée chinoise, tout ce qui régit le vivant est contrôlé par des lois énergétiques, et notamment de forces primordiales qu'on appelle le yin et le yang. Donc la particularité de ces forces, c'est qu'on peut les voir comme deux pôles ou deux polarités d'un même élément, de la même entité énergétique. En fait, le yin et le yang représentent une forme d'harmonie et d'équilibre. C'est-à-dire que le vivant, la vie et le divin sont dans l'équilibre, sont dans la justesse. En fait, l'équilibre existe. L'équilibre, il est là autour de nous. Nous, si nous percevons des déséquilibres, ce sont des déséquilibres personnels intérieurs. Donc le yin, par exemple, ça sera l'expression de la part féminine, on dit aussi le féminin sacré, de l'énergie, et le yang, c'est la partie masculine ou masculin sacré de cette énergie. Donc le yin sera associé au froid, à l'ombre, au nord, à la terre, à l'eau, à la lune, à la nuit. Et le yang, lui, sera plutôt associé inversement au chaud, à la lumière, au sud, au ciel, au feu, au soleil et au jour. Donc dans les cycles des saisons, des 4 saisons, ou 5 saisons, donc le yin correspondant à l'automne
et à l'hiver. Tandis que le yang correspondra au printemps et à l'été. Ce qu'on appelle l'automne indien, en fait, c'est la transition du yang et du yin. Voilà. Et donc, en fait, ces deux énergies, yin et yang, sont interconnectées. C'est-à-dire que l'une ne va pas sans l'autre. Le yin nourrit le yang, et le yang vient aussi à un moment renourrir le yin. Donc, on a intériorité, extériorité. Donc, si on va prendre un exemple. Donc, si on regarde d'un point de vue énergétique, en fait, ici on essaie de visualiser le yin et le yang. On verra le yin comme étant la matière et le yang la flamme. Et les deux associés sont l'expression de l'énergie dans des mouvements différents, mais qui sont complémentaires. Un peu comme une respiration avec l'inspire et l'expire. Et donc le yin et le yang forment un ensemble énergétique complexe. Donc les 4 mouvements énergétiques chinois du yin et du yang sont l'opposition, l'interdépendance, la croissance-décroissance et la transformation mutuelle. Et donc les grandes forces qui régissent l'énergie ont des visages à ce que propose la nature, c'est-à-dire une sensibilité, une complémentarité duale pour exister et s'expanser. Ces énergies sont vraiment issues de la nature, sont vraiment issues du regard qui a été porté sur la nature. Alors la nature et la vie. Si on fait une photographie des rayonnements énergétiques d'un être humain, on va y voir un empilement en fait sous forme de poupée russe de 3 champs principaux, parce qu'il y en a beaucoup plus que ça. Un qui correspond au corps physique, on appelle ça aussi le corps éthérique, et 2 autres champs qui sont liés à l'émotionnel et au mental. Voilà. Donc on a l'éthérique en premier, l'astral émotionnel et le mental ensuite, voilà, qui chapeaute tout ça. Et donc ces champs ils vibrent à certaines fréquences, selon notre état du vital, selon nos pensées, nos émotions. Et en fait, ils représentent aussi une cartographie de notre vie. C'est-à-dire que dans ces corps énergétiques, dans ces champs énergétiques, on va percevoir les traces de notre vécu, de notre passé. On va y retrouver des marqueurs qui peuvent se retrouver sous forme de trous, de bosses, de fuites ou d'amas. Voilà. Ce qui signifie en fait que notre vécu vient s'imprégner dans nos énergies personnelles. Et donc il vient en fait déstabiliser en fait toute cette énergie, ou l'énergie, le principe énergétique, le principe de l'énergie, c'est de circuler, c'est la libre circulation, l'énergie de pouvoir aller où elle doit aller, là où elle est attendue, là où elle doit circuler. Si on entrave l'énergie, en fait on va créer des stages, des chaos, des dérèglements, des dysfonctionnements qui peuvent aller jusqu'à la maladie et jusqu'à la mort. Donc ces corps énergétiques qui devraient être, quand on est sain, quand on est en bonne santé, quand on est émotionnellement stable, quand on a des pensées pures, ces corps énergétiques ils doivent être harmonieux, ils doivent être le plus parfait possible. Et donc quand ces corps énergétiques qui sont remplis de trous, de bosses, d'amas, de fuites, l'énergie qui circule doit se frayer son chemin là-dedans. Et donc effectivement le rayonnement énergétique n'est pas du tout harmonieux. Et si cette énergie ne circule pas bien, ça va nécessairement accentuer les dysfonctionnements. Donc ce système qui est déséquilibré, il va finir par en fait créer encore plus de déséquilibre. Et donc en plus, si on est déséquilibré, ça signifie que en fait on a un mode de vie qui n'est pas adéquat, qui n'est pas sain, avec une mauvaise alimentation, une mauvaise hygiène personnelle de vie, avec un stress émotionnel très fort, avec des pensées obsessionnelles, etc.
avec des peurs, tout un environnement de choses qui fait qu'en fait, on entretient tout ça. Et donc cette énergie que nous dégageons aussi aura du mal à circuler. Le peu d'énergie que nous avons aura encore plus de mal à circuler et à pouvoir atteindre toutes les parties nécessaires dans notre corps et dans notre organisme pour que nous puissions vivre de façon équilibrée, en bonne santé, avec un bon schéma émotionnel et des pensées positives. Donc nous avons vu que comme pour la particule quantique, lorsque celle-ci n'est plus libre de s'exprimer, sans aucune interférence, au lieu de donner le meilleur d'elle-même, en se transformant en une onde créatrice, pleine d'inspiration, elle va régresser vers la matière inerte, vers cette particule prévisible. Un peu comme si on enlevait les rayons au soleil, qui ne deviendraient plus qu'une simple boule de feu. Et donc c'est la même chose lorsque nous bridons notre personnalité, lorsque nous limitons nos champs d'action, lorsque nous sommes contraints, étouffés par une part de nous-mêmes, ou que nous étouffions une part de nous-mêmes, lorsque nous n'acceptons pas ce que nous sommes, car notre âme n'est pas reconnue. Et donc toutes les particules qui nous composent vont se comporter comme la fameuse particule quantique. Elles vont devenir inertes et donc sans créativité divine. Alors cependant, la magie du vivant, c'est fait pour vibrer. On dit par ailleurs, cela me fait vibrer. Pour quelque chose qui nous touche profondément. Donc la magie de la vie, c'est de mettre du divin dans chaque chose, dans chaque particule, atome, électron. Et cette vibration, c'est un moment, c'est une communication entre chaque chose de l'univers, chaque élément. Donc communiquer, c'est échanger en recevant et en donnant. C'est se transformer en évoluant et en agissant. L'instinct et la terre. Quand je frappe un bol tibétain, il se met à vibrer et il fait vibrer l'air autour de lui. Et aussi tout ce que l'onde porte pourra toucher. Donc plus ce bol en fait il est construit d'un matériau pur, avec une intention pure, plus sa vibration sera porteuse d'une énergie entre guillemets divine qui permettra à celui qui l'accueillera de se transformer et d'évoluer. Ainsi, il pourra guérir des blessures, atténuer des souffrances, harmoniser ses chakras et retrouver de la vitalité, par exemple. Les bols tibétains sont utilisés en médecine tibétaine pour soigner. Voilà, c'est ce qu'on appelle le soin par les ondes sonores. Donc les animaux, eux, ils savent ce qui est bon pour eux et ce qui ne l'est pas. Par exemple, dans les remous d'une cascade, les poissons vont venir se recharger en énergie positive, se nourrir de cette eau en vibration. Les arbres et les buissons offrent aussi des abris 5 étoiles, pas uniquement pour protéger les animaux, des prédateurs, mais aussi et surtout parce que le champ énergétique des arbres vient renforcer l'énergie des animaux qui vont venir s'en approcher ou les toucher. Et comme chaque être vivant, chaque état de la matière, chaque arbre a sa signature énergétique, comme étant une forme de personnalité intrinsèque. Par exemple, le chêne, on l'associera à la sagesse. Le hêtre donnera confiance en soi. L'aubépine, elle recentrera. Tandis que le sapin, lui, lèvera les blocages. Donc notre planète, un peu comme les Chinois l'avaient découvert il y a 2000 ans auparavant pour le corps humain, est aussi couverte d'un réseau immense de canaux énergétiques. Ces réseaux sont divers selon qu'ils répondent à telle ou telle fréquence de métal. On appelle ça des réseaux telluriques. Donc on obtient ainsi un quadrillage du globe. Donc les animaux, encore eux, se servent de ce réseau de fréquences vibratoires. Et donc les sentiers que vont suivre ces animaux sont des réseaux positifs. Invisibles parce qu'eux, ils savent les détecter.
Donc ils vont éviter ainsi les zones négatives, les nœuds, ou les réseaux dits négatifs. Et ces réseaux ou nœuds négatifs sont des réseaux énergétiques qui vont en fait amener trop de décharge ou qui vont trop affaiblir le vital. Et l'homme dans tout ça, l'homme lui il a oublié que sa première maman c'est la terre. C'est elle qui l'a mis au monde. Et c'est elle qui le nourrit toute sa vie sans jamais rien lui demander. Et donc l'homme, en oubliant ses origines, en pensant qu'il pouvait se créer un nouvel avenir, une nouvelle identité, il a tout simplement relié sa part divine et naturelle, cette part en lui, et qui est faite pour vibrer. Donc en s'éteignant, en coupant le lien avec tous les êtres du vivant, et même avec celui de la matière, puisque pour lui seul le cerveau et l'intelligence dont il se flatte n'ont de valeur, il est aussi devenu, comme la particule quantique, un être prévisible. Donc en s'enfermant dans la matérialité de son mode de vie, en s'attachant à la forme, il s'est enfermé dans un processus qui le rend malade, qui l'empêche de prendre les bonnes décisions, d'évoluer sans mettre le monde dans le chaos, de s'épanouir spirituellement, et aussi d'être véritablement heureux. Alors que sont les 3 trésors du Tao et de la nature au service du bonheur? C'est relativement simple. Le premier principe, le premier trésor, c'est de s'accorder à la vibration de la nature. C'est-à-dire qu'il faut aller se connecter dans des lieux puissants, suivre nos ressentis, s'élever vers les montagnes, se baigner dans une cascade ou dans les vagues de l'océan, vivre et se nourrir au rythme des saisons, marcher pieds nus sur la terre ou dans l'herbe, s'adosser à un arbre, s'allonger au sol, se nourrir d'aliments vivants. Le deuxième principe, le deuxième trésor, c'est harmoniser son énergie personnelle jour après jour. Et pour cela, il faut faire de la relaxation, de la méditation, il faut faire du qigong, du yoga, du sport. C'est aussi avoir une alimentation saine, des relations enrichissantes, des pensées positives, arriver à calmer ses émotions, renforcer son vital, pacifier ses blessures, soigner ses souffrances et bien entendu prendre soin de soi. Le troisième principe, le troisième trésor, c'est être soi-même et libre, c'est-à-dire s'écouter, se reconnaître, s'accepter, se respecter et donc ouvrir son cœur.